Bonjour, Valérie Muller, association SIC. Bonjour, Diane Baudez, cardiologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Enchantée. La thématique donc de ce jour, c'est comment voyager avec son insuffisance cardiaque. Donc finalement, aujourd'hui, est-ce qu'il existe réellement des freins pour un insuffisant cardiaque pour voyager, que ce soit en avion, en train, et quels sont les points de contrôle que le patient doit respecter, notamment sur les prises de médicaments, quand on est porteur d'un défibrillateur ou d'un pacemaker, quand on passe donc à l'embarquement, etc. Est-ce qu'il y a vraiment des points très particuliers à respecter? Alors c'est effectivement une question qu'on nous pose très régulièrement, j'ai envie de dire heureusement, ça veut dire que les gens continuent à avoir envie de voyager, ce qui est déjà quelque part une victoire. Tout ce qu'on propose, nous, au niveau médical, vise effectivement à maintenir une qualité de vie qui doit permettre de voyager. On va dire que l'objectif, c'est celui-ci. Alors évidemment, quand on est on va dire en phase débutante de la maladie ou non stabilisée, ça ne va pas être le moment à choisir pour envisager un voyage. D'une part parce qu'on n'est pas forcément apte à supporter le voyage et d'autre part parce que le suivi peut être compliqué. Alors c'est quoi la période de stabilisation? Vous l'évaluez en mois, en Alors, semaines? en général, c'est quelques semaines. Ouais. L'idée, c'est qu'il faut que l'essoufflement, ce que nous on appelle la dyspnée, soit stabilisé, qu'il n'y ait pas d'aggravation de l'essoufflement sur les dernières semaines, qu'il n'y ait pas eu d'hospitalisation pour décompensation cardiaque les dernières semaines non plus, et qu'on ne soit pas en phase d'ajustement thérapeutique, puisque ça peut être des périodes où on a besoin de voir le médecin ou le soignant au sens large plus régulièrement. Donc ce n'est pas forcément le moment opportun pour envisager un voyage, a fortiori s'il est prolongé. Ensuite, bien sûr, nous on a plutôt envie d'encourager les gens à se faire plaisir. Il faut avoir quelques petites choses, on va dire, techniques en tête, mais pratico-pratiques. Savoir qu'il faut partir avec ses traitements, a fortiori si on part dans un pays où on ne peut pas forcément aller en pharmacie facilement. Donc partir avec la quantité suffisante de médicaments, ne pas hésiter à demander à son médecin de préciser sur l'ordonnance délivrance pour X mois, 2 mois, 3 mois. On a des gens qui partent parfois longtemps. Donc médicaments et prescription. Alors médicaments et prescription, exactement, pour que le pharmacien ensuite ne pose pas de problème, si j'ose dire, pour délivrer plus d'1 mois, puisqu'en général c'est ce qui se produit. Ne pas oublier s'il y a des contrôles de prise de sang à faire, les patients qui sont sous médicaments anticoagulants par antivitamine K par exemple, pas oublier son ordonnance pour pouvoir faire ça dans un laboratoire. Et c'est par exemple typiquement des prises de sang que l'on peut faire dans n'importe quel laboratoire. C'est une valeur qui a l'avantage d'être standardisée, il n'y a pas de normes qui varient d'un laboratoire à l'autre. Ça ne varie pas non plus d'un pays à l'autre, donc même si on part à l'étranger, on peut tout à fait continuer à faire ces surveillances d'INR, en l'occurrence, donc sans arrière-pensée. Europe ou hors Europe? Europe ou hors Europe, exactement. En ce qui concerne les modes de transport, les précautions à prendre, c'est bien sûr le risque de phlébite pour les voyages prolongés. Donc ne pas hésiter à porter des bas de contention, c'est vraiment la règle, on va dire, assez simple. Voyage avion, bon sens. Voyage avion, voyage en train, voyage en voiture. On reste assis sans bouger pendant plusieurs heures. Le risque existe et là encore, ne pas hésiter à poser la question à son médecin avant de partir d'une éventuelle injection d'anticoagulant avant le voyage. Ça, c'est bien sûr au cas par cas, il n'y a pas de règle. Les bas de contention, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas être délétère, donc que moi je recommande pour le coup volontiers. D'accord. Et s'agissant du voyage en avion, est-ce qu'il y a un temps maximum à respecter? Est-ce qu'il 3 heures, 4 heures ou c'est vraiment au cas par cas? C'est vraiment au cas par cas. Un insuffisant cardiaque parfaitement stabilisé pourra voyager en transatlantique sans prendre de risque médical. Alors bien sûr, les variations de pression qui peuvent exister, que ce soit au décollage, à l'atterrissage ou en vol, représentent on va dire un surrisque d'événement médical qui est plutôt valable pour la population générale, encore plus quand on a une maladie chronique. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'envisager quand on est stabilisé. Mais là encore, il n'existe pas de contre-indication formelle et c'est vraiment du cas par cas. D'accord. Sur l'avion, la question qui nous revient souvent, vous le demandiez tout à l'heure, c'est la question du défibrillateur. Est-ce qu'on peut voyager avec un défibrillateur? Oui, mais là encore, il ne faut pas oublier sa carte de porteur de défibrillateur, puisqu'on ne va pas passer dans les portiques de l'aéroport. Et pour ne pas passer dans les portiques, il va falloir prouver. Donc, d'où l'intérêt d'avoir sa petite carte sur soi. Pour éviter le risque principal, c'est que ça dérègle, surtout le défibrillateur, et que du coup, ça le rende ou pas efficace ou efficace de façon inappropriée. Donc c'est évidemment pas recommandé. à éviter. À éviter, tout à fait.
Et s'agissant de l'alimentation, parce que c'est, voilà, on arrive à stabiliser l'alimentation à domicile, chez soi, facilement. Quand on est en déplacement, justement, et a fortiori en vacances, on se lâche un petit peu plus. Donc, voilà, il y a toujours cette forme de culpabilité en se disant, là, j'ai mangé trop salé, j'ai pas respecté les dosages. Enfin, voilà, c'est compliqué, c'est plus compliqué. On se lâche et en plus, on a parfois moins la main. C'est-à-dire que quand on n'est pas chez soi, on n'a pas accès à sa cuisine. C'est pas forcément nous qui faisons les courses. Donc ça, c'est quelque chose, même les patients les mieux intentionnés, les plus sérieux, se retrouvent parfois dans des situations où ils ont moins de conditions de réalisation du respect du régime contrôlé en selle. Ce qu'on recommande, c'est effectivement de privilégier des modes d'hébergement où c'est pas des repas. La pension complète, typiquement, c'est vraiment compliqué à gérer puisqu'on a la main sur rien et c'est souvent très salé. Donc plutôt privilégier des hébergements où on est par exemple locataire, où on peut quand même se faire à manger, préparer au moins la moitié des repas, de façon à pouvoir, on n'est pas dupe, hein, on sait que les gens en vacances, ils font moins attention. Et donc à ce moment-là, ça peut être intéressant d'une part de leur conseiller quand même de pouvoir compenser, c'est-à-dire faire des repas qui seront plus salés, mais à l'inverse, d'avoir accès à des repas qui le seront beaucoup moins que d'habitude. Et puis, en accord avec le médecin toujours, prescrire de façon conditionnelle des augmentations des doses de diurétiques quand il y a vraiment des excès répétés. Donc pouvoir expliquer aux gens que la dose peut être modifiée, là encore de façon ponctuelle, il ne s'agit pas pendant 3 semaines. Ce n'est pas un blanc-seing apport illimité en sel, mais ça peut permettre effectivement de prévenir les décompensations. Quoi qu'il en soit, être insuffisant cardiaque n'est pas un frein à voyager. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas le présenter comme ça. Nous soignants, encore une fois, c'est notre rôle que de laisser un peu les gens avec des projets. Je pense que ça fait vraiment partie de nos objectifs de prise en charge. Il faut que les gens puissent envisager de voyager avec effectivement des contreparties. On est porteur d'une maladie chronique, on ne peut pas l'oublier. Mais je crois que c'est l'objectif du travail du médecin et de son patient en binôme que de pouvoir réaliser ce que le patient a envie de faire et l'accompagner. Je dirais même que ça, finalement, ça fait presque partie de l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire, voilà, il faut oser. Il faut oser, puis il faut se faire plaisir. Exactement. L'objectif du rapport entre le patient et son médecin n'est pas que de la contrainte, mais c'est aussi de pouvoir envisager sereinement des activités positive dans sa vie. C'est un levier en tous les cas à explorer et sans aucune, comment dirais-je, d'une façon très libre en fait. Exactement. Très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.